Aujourd'hui, on se retrouve avec le plus beau, le Yo. plus grand de tous les hommes, Hugo. Hugo qui a fait quelque chose de fort aujourd'hui. Ça va. Ça va. Qu'est-ce que Ça t'as fait de va. beau aujourd'hui? C'est Winobox 32 joueurs à Goupia Ouais, que j'ai gagné. parfait. 4-1 en round. Je finis 3ème des rounds. Je perds uniquement contre un bleu acier. Et top 4. Top 4, je gagne 2-0 contre un rouge-violet. Into, je rencontre Dylan. Dylan, qu'on embrasse. Qu'on embrasse, que je bats également 2-0 au final. Pour finir premier de ce petit Winobox plutôt sympathique. Parfait, donc on va commencer tout de suite. Alors qu'est-ce que tu joues déjà avant tout? Un deck assez peu représenté, puisque je jouais violet-bleu. Ok. Donc un deck assez sympa, qui se base principalement sur la draw et la prise de board, en tout cas sur la version que j'ai faite. Bon, déjà on commence de manière assez classique, avec les toolbox Merlin Madame Mime, donc un Merlin Lapin, 3 Merlin Chèvre, et pour remonter tout ça, 4 Mime Renard, et 4 Mime Serpent. Ok. On va passer là-dessus, c'est assez classique. Oui, c'est le package. Oui. Passer classique, simplement des goals, j'en joue que 3 parce que je trouve que ça suffit. Je trouve que 4 c'est un peu overkill et on n'a pas vraiment besoin de plus dans le deck. Ok. Et enfin, le petit Merlin Crabe qui est une excellente carte dans la méta. Ça va chercher les lieux, ça va chercher toutes les cartes avec beaucoup de power, les beasts, les Maui, Whales, toutes les saloperies comme ça. Et ça marche extrêmement bien, peut-être même encore mieux, peut-être le deck qui en profite le plus. Avec principalement un petit moteur de rampe, les Grand-Mères Tala. On voit directement, c'est un deck qui marche principalement avec des toolbox. En fait, on a beaucoup de combinaisons de 2 cartes qui marchent très très bien entre elles. Typiquement, Grand-Mère Tala, T2, l'adversaire il va jouer, je sais pas, une Mime Renard, une Mime Serpent ou un truc. On joue Merlin dessus, lui part en quête, on joue Merlin sur la grand-mère, on prend le trade, on fait du 1 pour 1, ça va en encre. Donc c'est une petite combinaison super forte. Hop, ensuite, comme second moteur de rampe du deck, on a Motonui. Motonui qui est une nouvelle carte du chapitre 3, qui est un lieu de mana, bon 5 de trucs qui fait un lore, on s'en fout un peu. Ça coûte uniquement 1 pour mettre un personnage sur le lieu, et à chaque fois qu'un personnage sur le lieu décède dans d'atroces souffrances, on va pouvoir le mettre en encre. Et ça marche extrêmement bien avec la toolbox violette, donc on peut, avec des charges, des cartes qu'on va booster en attaque pour prendre des trades, etc. Une fois que ça c'est setup, on coûte un de plus, mais on a accès à un ramp en inertie. Par contre le ramp bien sûr ça serait un peu trop forte, et surtout en fait ça me fait dans le deck 2 bonnes cartes de ramp qui s'ingent bien avec le deck, qui sont ancrables. Ok. Oui. On va voir, j'ai vraiment pris le parti de jouer le minimum de non ancrables possible. Ouais, voiture, ok. Pour essayer d'avoir le deck le plus stable possible. Ok. Ensuite, pour continuer sur les lieux, 3 châteaux de la reine. Bon ça on connaît tout un petit peu, c'est très très fort. Ça peut vraiment finir des games une fois qu'on a réussi à reprendre le board. On joue ça, on met 2-3 persos dedans, si l'adversaire il peut pas les gérer, bon, on va draw 1, draw 2 et faire du lore, et c'est tout simplement une excellente carte. Pas grand chose de plus à dire dessus. J'en ai eu 3, peut-être un monde ou 2 c'est ok. Ok. Mais au niveau de ratio c'est un peu compliqué. Et pour continuer sur les cartes de draw, je joue la toolbox Flavorsham pour avoir un potentiel de draw supplémentaire. Je joue par contre uniquement les meilleures cartes, c'est-à-dire 4 Glacialo, 4 Flavorsham. Ok. Étant donné que j'ai l'autre toolbox de draw avec les Madame Mime, Oui. Et les Merlins, j'ai pas besoin d'all-in sur la Flavorsham comme peut le faire un bleu-rouge par exemple. Donc il n'y a pas de Nick, il n'y a pas de Judy Hobbs, il n'y a pas de développeur reine pour aller chercher nos cartes, etc. On joue vraiment le strict minimum. Si c'est là, c'est bien. Si on a Flavorsham et qu'on n'a pas les glaces, bon, on le fout en encre, on s'en fiche en fait, parce qu'on a d'autres moyens de draw.
Le but c'est vraiment de jouer uniquement les meilleures cartes de draw possibles. D'accord. Et ensuite, pour finir sur la draw, on a 4 mes amis de l'au-delà, qui reste une excellente carte, qui est On n'a plus rien à prouver. un petit peu moins forte maintenant qu'il y a les cartes qui permettent de virer des jetons de la main avec soit la carte jaune qui vire un non-personnage, soit la Ursula. Oui. Mais bon, ça reste très très cool. Et puis de toute façon, vu que c'est ancrable, dans les mauvais match-up, on va juste l'ancrer directement pour éviter de la faire défausser. Ursula qu'on embrasse. C'est ça. Ensuite, on a un petit toolbox de tour 1 avec les adeptes de Chernobog. Donc de 1 pour 1. L'avantage, c'est que quand il part en quête, on peut le tribute pour piocher une carte. Et ça combotte extrêmement bien avec notre petit moto Nui. Ah oui, effectivement. Ou si on est sur un adversaire qui fait pas grand chose, si on a un peu de mana avec lequel on sait pas trop quoi en faire, il y a des timings où juste on fout dessus, on part en quête, on draw un, on fait un de l'or et il va en encre. Ok. Donc ça pareil, petit, c'est pas mal. petit combo de 2 cartes très sympathique qui marche assez bien. Et ensuite pour continuer sur les tours de bas classiques, Rafiki. Sur les tours 1 pardon. Oui bah l'early. Rafiki Early, très bonne carte. Oui. Très bonne carte qui permet d'aller chercher beaucoup de choses, notamment avec le petit Pinocchio. Oh, Pinocchio. Pinocchio, pour 1, on connaît, hein. Couche une carte adverse, directement avec Rafiki. Ce qu'on a envie, c'est si on a la chance d'avoir le toss par exemple, on peut faire tour 1 Rafiki, tour 1, l'adversaire va jouer son T1, on peut directement Pinocchio le T1 et aller le chercher. Et t'as dit pour 1 pour 2 du coup. Ouais, pour 2. Ouais, Pinocchio pour 2 pour aller le chercher sur le tour 2. Puis après, ouais. Et en fait, survient la méta contre tous les decks de shift, donc acier vert, ce genre de choses, bah, niquer son Robin Hood, ça le fait chier. Clairement. Contre rouge jaune, aller niquer du Simba ou de la Mother Gothel pour empêcher la draw, ça peut faire chier. Contre rouge violet, ça empêche de bounce, ça empêche de chanter le song à 2 là, Tis and Ambition. Donc ça empêche vraiment beaucoup de choses et même ça peut aller chercher des beasts un peu plus loin dans la game. Ouais. Ça va chercher énormément de choses. C'est Et aussi, pas mal. une fois qu'on a stabilisé le board, même si l'adversaire a beaucoup de l'or, en fait on a toujours la possibilité d'aller chercher les cartes en mode action qu'il a joué avant qu'il puisse aller l'or avec. Oui. Et par là je joue que 3 parce que c'est pas ancrable. Oui. Et on peut assez facilement les recycler via les Madame Mime qui remontent en main. Enfin pour finir, on est plus sur le late game. On a 3 Elsa. Elsa 3 Elsa qui est le qui est Je sais qu'on la ref. le seul gros drop du deck. Il n'y a pas énormément de bons gros drops dans les couleurs que je joue. Et malheureusement, parmi les 3 bons gros drops qu'il y a, il y en a 2 qui ont respectivement 3 et 2 d'attaque avec Hades et les Ursula du chapitre 1. Et malheureusement, je me refuse de jouer des cartes qui coûtent 7 ou 8 et qui se font buter par Medusa. C'est ridicule. Donc la Elsa, Attends, j'ai pareil, le Big Monster. Hein. 3 de l'or et la possibilité pareil de le remonter en main. Notamment la game que je fais contre Dylan la dernière, où je fais T8 Elsa, tour 9 Elsa, tour 10 Mime Serpent Elsa, je rejoue Elsa, et tour d'après Mime Renard sur une Elsa, plus rejouer Elsa. Ouais, c'est fort. Clairement. C'est vraiment pas mal. Le contrôle, il est présent. Là. Le contrôle est présent. Et en fait, bah, mine de rien, il fait 3 de l'or. Donc si t'arrives à en mettre 2, bah, ça monte très très vite. Oui, bien sûr. Ça monte très très vite. Et les 4 d'attaque permettent quand même de temps en temps d'aller trade des choses. Et enfin là, pour finir, on est sur les cartes un peu plus tech. Okay. J'ai mis 2 Cruella d'enfer. J'en joue que 2 parce que j'ai déjà pas mal d'early game dans le deck. Et ça permet principalement d'aller chercher soit les mini surfeuses, soit n'importe quoi qui a été mis insaisissable par le crochet de Maui. Culé. J'aime pas cette garde. Enfin, je pense que c'est trop. C'est trop fort. Ouais, je pense que c'est trop.
La carte, enfin, tu sais, des cartes pas ancrables qui sont à chier. Et cette carte qui est peut-être une des meilleures cartes du jeu et qui soit ancrable, je trouve ça un peu exagéré. On a un petit grimoire du sorcier, le grimoire bâtard, comme on l'appelle. Ouais, l'idée c'est d'aller finir les games, mettre une cloque entre guillemets sur la tête de l'adversaire, parce que tous les tours on va pouvoir partir. Et il y a des timings où ça peut se tribute sur Flaversham pour aller chercher de la draw. On n'a pas très envie de le faire, mais des fois ça peut être utile. Ok. Et pour finir, Big Ben, Ben. x3, principalement pour le match-up bleu-acier, étant donné que c'est un deck qui est de plus en plus représenté et qui est assez fort contre notre deck de base. Ouais, pas grand chose à dire, on la joue contre acier, sinon ça va en encre tout le temps. En fait, t'as jamais envie de payer 5 pour jouer ça, c'est fort contre acier, je pense. Peut-être des timings, ouais, si. Si tu joues contre un deck très aggro, il y a peut-être un timing où tu la top deck et tu la joues parce que ça fait de l'or. Mais non, globalement, c'est vraiment une deck contre acier uniquement. Sinon, globalement, pour les match-ups du deck, la plus grosse faiblesse du deck, c'est acier en fait. D'accord. Contre jaune et acier, c'est pratiquement possible de gagner. Faut vraiment qu'il ait une sortie à chier pour qu'il gagne. T'en as affronté aujourd'hui? J'en ai affronté un, il y a une sortie à chier, j'ai gagné. Ok. Bon, bah. Et encore, j'ai gagné à un de leurs près. Ok, d'accord, ouais. Tendu. En tout cas, sinon. Donc c'était tendu. Bleu à acier, c'est jouable, mais c'est compliqué. Mais on a un match-up qui est plutôt assez bon, voire très bon, contre bleu-rouge. Et un match-up qui est plus que correct contre violet-rouge. C'était vraiment les deux decks que j'avais le plus target. Ouais, t'as bien fait, Plus t'as réussi. Hein. C'est les decks qui sont, aujourd'hui. selon moi, les plus forts. C'est pas ceux que j'ai le plus affronté. mais je pense que c'est clairement les meilleurs decks de la méta. Parce que t'en as affronté un en top 4, c'est ça? En fait, j'ai affronté en top, mais en round, donc pour dire vite fait, j'ai affronté Mathieu qui jouait un rouge de vert aggro. J'ai affronté 2 bleu acier. J'ai affronté un jaune acier. Et j'ai affronté. Je sais plus. C'est pas grave. C'est déjà très bien de se souvenir de toute la journée. Je pense que ça devait être un violet rouge, pourquoi je l'ai oublié. Si je l'ai oublié, c'était forcément violet rouge, je pense. D'accord. Parce que c'est Il me semble que t'en as affronté un, tu m'avais dit. Ouais, je crois. Il me semble que c'était ça, oui. Et après en top, un violet rouge en top et Ouais. un bleu rouge. Ok, bah, parfait. Du coup, globalement, du deck, qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu continues dessus? C'est clairement pas le meilleur deck, objectivement. Faut pas se voiler la face. C'est pas nul non plus, je pense. La preuve que non. La preuve que non. Je pense que c'est un bon. Je pense que parmi toutes les combinaisons de couleurs qui sont pas jouées, c'est probablement la meilleure. Je dirais même que c'est meilleur que certaines combinaisons de couleurs qui sont beaucoup jouées, je pense. Après, on va tester-le hein, et vous me direz. Ok, super. Bah, un petit mot de la fin, mon petit Hugo. Rhum et banane.